Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Bonjour. Aujourd'hui, l'exploration approfondie qu'on vous propose s'attaque à un document assez singulier. Sous ces airs de manuel très pragmatiques, ça cache en réalité une véritable radiographie d'une société. Ouais, c'est un guide d'apprentissage de la langue française. Exactement. Un guide spécifiquement calibré pour un niveau intermédiaire, le fameux niveau A2. Mhm. Mais ce qui rend ce texte si captivant, c'est qu'il décrypte la culture quotidienne à travers le prisme d'une situation absolument incontournable. Faire ses courses en France. C'est vraiment le passage obligé, en fait. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif de notre analyse, c'est de prendre cette routine qui peut générer énormément de stress et d'appréhension quand on ne maîtrise ni la langue, ni les codes non dits, et de la transformer en une expérience fluide, presque chorégraphiée. Tout à fait. Parce que ne pas savoir comment demander un prix au marché ou se sentir perdu dans l'immensité des rayons, ça peut vite être paralysant pour ceux qui nous écoutent et qui prévoient un voyage. Voilà, ou même créer un blocage à la caisse par méconnaissance d'une règle simple. Tout cela peut devenir de l'histoire ancienne. Et pour vraiment s'imprégner de ces concepts linguistiques et culturels, l'approche de notre émission va un peu s'adapter aujourd'hui. C'est-à-dire? Le rythme sera volontairement posé. Il ne s'agit pas de faire un cours de grammaire pour enfants, mais bien de prendre le temps d'articuler très clairement les mots de vocabulaire fondamentaux. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. L'idée, c'est d'inviter quiconque nous écoute à répéter mentalement ces expressions clés, d'en saisir la mélodie et la prononciation exacte. Cette approche analytique et posée est tout à fait pertinente. La clarté phonétique et la répétition interne sont vraiment les piliers de l'assimilation. Surtout pour les codes culturels. Absolument. Surtout lorsqu'il s'agit de s'approprier des codes culturels subtils. Prendre le temps d'écouter, de décortiquer la prononciation d'un terme et de comprendre le contexte social d'une phrase, c'est ce qui permet de franchir le cap. On sort du manuel classique, quoi. Voilà, on passe d'une simple mémorisation mécanique, un peu scolaire, à une véritable aisance de terrain. Adopter un rythme lent permet de savourer les nuances du document que nous étudions aujourd'hui et de comprendre que chaque mot choisi par un commerçant possède un poids culturel spécifique. C'est toute la différence entre survivre à une interaction et en profiter pleinement. Entrons tout de suite dans le vif du sujet en observant le paysage global des commerces français, tel qu'il est dépeint dans nos sources. Le fameux paysage gastronomique. Exactement. La diversité au quotidien y est présentée comme une sorte de carte au trésor gastronomique. En France, l'acte d'acheter à manger n'est pas centralisé en un seul lieu monolithique. Non, c'est très fragmenté. Chaque endroit possède sa propre atmosphère et son propre vocabulaire. Explorons ces options en prenant notre temps. Mhm. Il y a d'abord l'incontournable supermarché. C'est le grand magasin généraliste par excellence. Le texte mentionne ces grandes enseignes omniprésentes sur le territoire, comme Carrefour, Leclerc ou Intermarché. Les géants de la distribution, oui. C'est dans ces allées que l'on va déambuler en poussant un caddie. C'est un mot intéressant à bien mémoriser et à articuler clairement. Un caddie. Un mot très courant. Je vous laisse le répéter mentalement. Un caddie. Alternativement, si la liste de courses est plus modeste, on portera à la main un panier. Un panier. C'est ça. Ensuite, il y a le deuxième arrêt, sans doute le plus emblématique. La boulangerie. Ah, la boulangerie. C'est le commerce quotidien par excellence. Le passage obligé pour se procurer le pain frais. Mais aussi les célèbres viennoiseries du matin. Il faut savoir prononcer avec gourmandise les mots croissant ou pains au chocolat. Et puis, il y a le troisième lieu. Oui, la troisième grande option décrite par le guide, le marché. Le marché de plein air. On parle ici d'une tradition souvent hebdomadaire, un espace coloré, extrêmement convivial, qui privilégie le contact direct avec les producteurs locaux. Et pour finir sur cette typologie, Enfin, le document met en lumière une quatrième catégorie vitale, les commerces spécialisés. On y trouve le primeur, l'expert des fruits et légumes de saison, et tout ce réseau que l'on regroupe sous la magnifique appellation de commerce de bouche, ce qui inclut la fromagerie, la charcuterie ou encore la poissonnerie. Commerce de bouche, une belle expression. ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette stricte segmentation des lieux d'achat reflète l'âme même de la société française. C'est-à-dire, au-delà de la simple nourriture, Oui, cette diversité n'est pas qu'une simple question de logistique ou de distribution alimentaire, c'est le miroir d'une immense fierté liée à la culture gastronomique nationale. une fierté très ancrée.
Exactement. Chaque commerce spécialisé représente une hyper-spécialisation des savoir-faire artisanaux. Le fromager ou le charcutier ne sont pas perçus comme de simples vendeurs qui transmettent une marchandise, ils sont considérés comme des artisans, des gardiens d'un patrimoine culinaire complexe. Ça change toute la dynamique de l'achat. Complètement. Le simple fait que ce guide linguistique, pourtant destiné à des apprenants de niveau intermédiaire, prenne la peine de souligner l'existence de ces petits commerces montre bien l'importance de la démarche. L'acte d'acheter de la nourriture est profondément perçu comme une quête de qualité, de précision et de respect du produit. Et pourtant, cette quête de qualité n'empêche pas le supermarché de rester un pilier incontournable du quotidien, même en France, hein. Et la navigation dans ces grands espaces demande une certaine maîtrise, Oh oui, il y a des règles spécifiques. tant sur le plan du vocabulaire que des surprises culturelles qu'on y trouve. L'organisation spatiale d'un supermarché y est décrite de manière très précise. L'espace est divisé en rayons. Les rayons. Mhm. Le document fournit d'ailleurs une observation très concrète sur la psychologie de ces lieux. Le rayon fruits et légumes est presque systématiquement placé dès l'entrée du magasin. C'est une stratégie universelle, mais très marquée. L'objectif est de frapper l'esprit du client en lui donnant une impression immédiate de fraîcheur et de couleur dès qu'il franchit les portes automatiques. Et ensuite, on circule. Au fil de la promenade, on découvre les autres espaces. Il y a le rayon boucherie, le rayon crèmerie, un passage où la diversité est tout simplement vertigineuse, Avec les fromages, bien sûr. proposant des dizaines de variétés d'un bout à l'autre du spectre, de la douceur d'un camembert au caractère d'un roquefort. On trouve aussi le rayon épicerie, qui est généralement le plus vaste, regroupant tous les produits secs indispensables comme les pâtes, le riz ou les conserves. Sans oublier les boissons. Et bien sûr, impossible d'ignorer le rayon boisson, souvent doté d'une sélection de vins d'une richesse impressionnante pour une grande surface. C'est très français, ça. Pour aider à circuler entre tous ces rayons, notre source s'appuie sur un dialogue très réaliste entre une étudiante, Emma, et un employé de mise en rayon. Si l'on s'égare, il y a une phrase vitale à mémoriser pour demander son chemin avec naturel. C'est essentiel pour ne pas paniquer. Au lieu de formuler une phrase longue et complexe, il suffit de demander clairement « c'est par où ?» C'est par où? Je la répète lentement. C'est par où est-ce? C'est direct, poli si c'est précédé d'un bonjour et très idiomatique. En retour, il faut exercer son oreille à capter les directions clés, au fond du magasin, à droite ou en face. Si l'on relie cela à une perspective plus large, ce simple dialogue au cœur des rayons masque une épreuve qui peut s'avérer bien plus déroutante. Le passage en caisse. Ah, la redoutable étape de la caisse. C'est souvent là que survient le véritable choc culturel. Le guide met en lumière un point d'histoire récente fondamental. La législation de 2016, qui a strictement interdit la distribution de sacs plastiques à usage unique dans l'ensemble des commerces français. Ça a tout changé. Il ne s'agit pas d'un détail anecdotique, mais d'une politique environnementale majeure qui a forcé une modification brutale des comportements quotidiens. Désormais, il est impératif d'anticiper. Il faut venir préparer. Il faut arriver à la caisse équipée de ce que le texte nomme un tote bag ou un cabas. Un cabas. Sans cette anticipation, l'expérience de la caisse, où le rythme est souvent très soutenu, peut rapidement se transformer en un moment de panique, avec des articles qui s'accumulent sans moyen de les transporter. Et le caissier qui attend? Exactement. L'autre étape inévitable de cette mécanique bien huilée est la question posée par l'hôte de caisse. Une phrase que l'on entendra de manière quasi systématique. Vous avez une carte de fidélité.eu. La fameuse carte. C'est une véritable institution dans le paysage de la grande distribution en France. Enfin, l'étape du paiement possède son propre jargon très précis. Que ce soit sur l'écran du terminal ou de la bouche du caissier, l'instruction sera « Introduisez votre carte et tapez votre code ». Introduisez votre carte et tapez votre code. Cette chorégraphie du supermarché est extrêmement standardisée, mais c'est justement cette standardisation qui exige de connaître ces quelques phrases clés sur le bout des doigts pour ne pas interrompre le flux souvent pressé de la file d'attente. C'est un excellent point. La mécanique de la caisse ne pardonne aucune hésitation. Mais, bon, il est temps de s'échapper de la lumière froide des néons du supermarché pour aller prendre l'air à l'extérieur. Au marché. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Nos sources nous emmènent ensuite explorer l'art de la conversation au marché. Et là, l'ambiance n'a absolument plus rien à voir. Le contraste est total. L'efficacité froide cède la place à une chaleur humaine et à une interaction sociale beaucoup plus riche. Le document illustre cela à travers un dialogue entre un client, Marc, et Sylvie, la maraîchère. Une scène très classique. La toute première phrase que Marc utilise pour s'adresser à elle et évaluer la qualité de son étalage est une pépite linguistique. Il demande « Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui ?» Qu'est-ce que vous avez de beau?
Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui? Il est crucial de s'arrêter un instant sur ce terme. Dans le contexte d'un marché, l'adjectif beau est détourné de son sens strictement esthétique. Tout à fait. Il ne s'agit pas de savoir si les légumes sont jolis ou bien brillants. Demander ce qu'il y a de beau, c'est demander ce qu'il y a de meilleur, de plus savoureux. Le produit phare de la journée, dont le producteur est le plus fier. Cette nuance linguistique est révélatrice de toute une philosophie. Et la suite de l'échange entre ce client et la maraîchère démontre parfaitement la fonction profonde du marché de plein air en France. On ne fait pas qu'acheter. Non, lorsque le client demande des tomates, la maraîchère ne se contente pas de peser et d'encaisser. Elle pose une question qui change tout le rapport commercial. Vous les voulez comment? Vous les voulez comment? En posant cette question, elle cherche à savoir si ces tomates sont destinées à être mangées crues en salade, auquel cas elle sélectionnera minutieusement des fruits fermes et croquants, mais si elles sont destinées à être cuites pour une sauce, elle s'orientera vers des tomates beaucoup plus mûres, gorgées de jus, qui se déferont facilement à la cuisson. Le conseil avant tout. Ce simple échange prouve de manière éclatante que le marché transcende la notion de transaction financière. C'est un espace de conseil culinaire. Le marchand n'est pas un distributeur, il endosse le rôle d'un expert, d'un partenaire qui accompagne l'élaboration du repas de son client. On est à des années-lumière du libre-service sous emballage plastique que l'on trouve en grande surface. C'est une interaction formidable, à condition de savoir comment la mener et d'avoir les bons mots. Passons en revue ce vocabulaire spécifique de la vente directe en prenant le temps de bien le formuler. Il y a quelques mots-clés. Pour s'enquérir du prix d'une marchandise, la simplicité est de mise. On demandera « c'est combien ça fait ?» C'est combien? C'est combien ça fait? Ou, au pluriel, combien coûte-t-elle? Là où les choses demandent un peu plus de précision, c'est au moment d'exprimer les quantités. Au marché, tout ne se pèse pas simplement au kilo. Non, il y a des unités de mesure très spécifiques. Les unités varient selon le produit. Pour des fruits fragiles, comme des fraises ou des framboises, on demandera plutôt une barquette. Une parquette. Si l'on souhaite une quantité très précise, sur la balance, on peut ajouter un petit mot très utile en disant « 1 kilo pile ». Le mot pile est très courant. Le terme pile est essentiel ici. Il signifie exactement, sans dépasser. Et pour les légumes qui poussent en longueur et que l'on regroupe, comme les radis, les carottes nouvelles ou les asperges, l'unité de mesure devient une botte. Une botte. C'est très visuel. Il y a une véritable poésie dans cette terminologie du quotidien. Et cette forme de poésie urbaine, on la retrouve avec encore plus d'intensité tous les matins dans un autre lieu de culte, la boulangerie. Ah oui, incontournable. Odeur réconfortante du pain chaud qui s'échappe dans la rue, la file d'attente qui s'étire parfois jusque sur le trottoir. Rythmé par le balai des clients pressés. Exactement. Lorsque l'on arrive enfin devant le comptoir, la phrase d'accueil est d'une efficacité redoutable. Ce sera quoi pour vous? Ou, de façon un peu plus formelle, vous désirez. Derrière cette question d'apparence banale se cache l'un des choix les plus importants de la gastronomie quotidienne. Et le guide linguistique prend le temps de faire une révélation cruciale concernant le produit le plus emblématique du pays. La baguette. La fameuse baguette. Il explique avec précision qu'il existe une hiérarchie stricte, une différence de nature profonde entre une simple baguette et ce que l'on appelle une baguette traduction. C'est fondamental de comprendre ça. La baguette classique, ordinaire, est confectionnée avec une farine blanche standard et inclut très souvent des additifs chimiques destinés à accélérer la levée de la pâte et à faciliter le travail du boulanger. D'accord. À l'opposé, la baguette tradition bénéficie d'une protection juridique stricte par décret. Elle doit impérativement être fabriquée selon des méthodes anciennes, ce qui implique une obligation de résultat très précise, une croûte particulièrement croustillante, une mie parsemée de larges alvéoles irrégulières et surtout, l'interdiction formelle d'y incorporer le moindre additif. Donc, demander une tradition, c'est le sésame. Savoir prononcer le mot « tradition » au moment de passer commande, plutôt que de demander une simple baguette, c'est prouver que l'on a déchiffré l'un des codes les plus sacrés du patrimoine culinaire français. Pas au choix de la recette. La personnalisation va jusqu'à la maîtrise du four. Ah oui, la cuisson. En France, il est tout à fait commun de dicter le degré de cuisson de son pain. C'est un détail qui change toute l'expérience gustative. La personne au comptoir anticipera d'ailleurs souvent cette demande en posant la question « bien cuite ou normale ?» Bien cuite ou normale? C'est une expression très utile à articuler avec soin. Demander une baguette bien cuite, c'est opter pour un pain à la croûte foncée, très dorée, qui offre une résistance sous la dent. Opter pour une cuisson normale ou pas trop cuite donnera une croûte plus claire et plus souple.
C'est vraiment à la carte? La source regorge d'autres petits outils linguistiques pour naviguer dans la boulangerie. Si l'on arrive en fin de journée et que les vitrines semblent vides, il est très pratique de savoir utiliser l'expression « il vous reste ». Par exemple, pour s'enquérir d'une pâtisserie, il vous reste des éclairs au chocolat. Très pratique, en effet. Et puis, le manuel note un détail charmant, une attention qui modifie complètement la routine matinale. Lorsqu'on achète des viennoiseries, il arrive que le commerçant propose « je vous les chauffe ». Je vous les chauffe. Accepter de voir son croissant légèrement repassé au four pour réveiller le beurre, c'est le genre de petit luxe qui transforme le début d'une journée. Cela soulève une question importante qui constitue l'ultime chapitre de notre source. Il s'agit des règles implicites du savoir-vivre. Oh oui, les règles d'or. Car toute cette belle mécanique linguistique, cette précision exigée sur la cuisson d'un pain ou le niveau de maturité d'une tomate, ne fonctionne que si elles sont précédées et conclues par un rituel de politesse inflexible. Le fameux bonjour. Le guide insiste lourdement sur cette dimension, et à juste titre. Franchir le seuil d'un commerce, en France, qu'il s'agisse d'une minuscule boulangerie de village ou des immenses portes d'un supermarché de banlieue, sans prononcer un bonjour clair, audible et adressé au personnel, est perçu comme une faute majeure. C'est perçu comme impoli, carrément. C'est une marque de mépris. De la même manière, quitter les lieux sans un au revoir bonne journée est considéré comme inacceptable. Ces simples mots sont perçus comme des clés de voûte sociale. Ce sont eux qui ouvrent la porte à la bienveillance et au conseil du commerçant. Et au-delà des mots, il y a la gestion du temps, non? Absolument. Au-delà de cette étiquette verbale, le savoir-vivre à la française exige aussi une compréhension fine de la gestion du temps. Le rythme commercial du pays obéit à des règles strictes qu'il faut intégrer. La pause déjeuner, généralement située entre midi et 14 heures, reste un moment sacré dans de très nombreuses régions, entraînant la fermeture temporaire de nombreux petits commerces. Entre midi et 2, tout s'arrête. Il faut également noter que les boulangers observent souvent un jour de fermeture hebdomadaire, incontournable, très fréquemment le lundi, pour compenser le travail du week-end. Quant aux ouvertures dominicales, elles sont encadrées par une législation complexe sur le temps de travail, ce qui se traduit par des commerces qui baissent presque tous le rideau le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, c'est sacré. Enfin, en lisant entre les lignes de ce guide d'apprentissage, on décèle une évolution sociétale majeure de ces dernières années. La place grandissante accordée aux produits biologiques, illustrée par la mention de chaînes spécialisées comme Biocoop. On cherche le sain et le local. On y observe un attrait massif des consommateurs pour les étiquettes revendiquant le fait maison ou les circuits courts et locaux. C'est le signe d'une consommation qui se veut de plus en plus réfléchie et engagée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau pratique? Comment faire passer toutes ces règles de grammaire, ces nuances de vocabulaire et ces codes de politesse de la théorie à la réalité du terrain? La pratique est indispensable. C'est que des concepts abstraits, le premier exercice recommandé est d'écrire sa propre liste de courses intime, mais de le faire exclusivement en français. C'est un excellent exercice mental. Au lieu de jeter quelques mots sur le papier dans sa langue maternelle, l'idée est de prendre le temps de structurer la pensée en écrivant posément. 1 litre de lait, une douzaine d'œufs, une botte de radis. C'est une méthode redoutable pour ancrer l'orthographe et le sens des mots dans les gestes du quotidien. Et pour l'oral? Une autre suggestion très efficace est l'utilisation du jeu de rôle. Simuler un dialogue complet avec un faux primeur ou un boulanger imaginaire permet de vaincre la timidité et de délier l'appareil phonatoire. S'entraîner à dire les phrases à haute voix. Le guide conseille également l'immersion visuelle et sonore, en recommandant de visionner des vidéos d'ambiance de marché français sur des plateformes de streaming, afin d'habituer son oreille au brouhaha, aux accents, aux intonations réelles et parfois rapides des marchands. Ça aide à ne pas être surpris sur place. Et pour aller plus loin, l'exercice ultime consiste à rédiger le déroulé d'une recette de cuisine entière en français. L'addition de toutes ces petites pratiques personnelles est ce qui permet de se forger une confiance solide avant de devoir affronter la réalité d'un comptoir. Ces exercices pratiques sont effectivement la passerelle indispensable pour ne pas rester bloqué au stade de l'observateur extérieur. Car s'approprier ces mots, savoir réclamer une baguette tradition bien cuite avec le bon ton, c'est littéralement s'approprier une part de la culture et s'intégrer dans le tissu social. Nous voici donc arrivés au terme de cette exploration linguistique et culturelle. Ce que l'on retient de cette analyse minutieuse, c'est que faire ses courses en France dépasse largement le simple acte logistique de remplir un réfrigérateur. C'est un acte culturel. C'est une véritable chorégraphie qui demande d'en maîtriser le rythme et les pas.
Cela commence par connaître la géographie d'un supermarché et savoir lancer un naturel «c'est par où?». Et puis comprendre les nuances. Cela implique de comprendre intimement le fossé qui sépare la froideur du livre-service géant de l'expertise chaleureuse du petit primeur du coin de la rue. Mais par-dessus tout, la maîtrise de l'art délicat du bonjour et du au revoir reste la condition sine qua non de toute interaction réussie. Sans ça, on passe à côté. Lorsque l'on assemble soigneusement toutes ces pièces du puzzle, on transforme ce qui pourrait n'être qu'une banale corvée, un simple axe d'achat, en une formidable opportunité d'immersion culturelle au quotidien. Et pour clore cette analyse, il me semble essentiel de soulever une dernière réflexion qui prolonge l'observation des tendances évoquées dans le texte. Je vous écoute. Nous avons longuement parlé de l'essor du biologique, de l'attachement viscéral au commerce de quartier et du respect de rythmes de vie très spécifiques, comme la sanctuarisation du dimanche après-midi. Or, en observant le monde qui nous entoure, on constate une tendance mondiale qui va exactement dans la direction opposée. L'immédiateté. L'émergence explosive dans les très grandes métropoles de services de livraison de courses instantanées. Ces applications sur smartphone permettent de se faire livrer à toute heure du jour ou de la nuit, en quelques minutes, dans un processus qui efface totalement l'interaction humaine. C'est vrai que le contraste est saisissant. Cela amène à se poser une question sociologique fascinante. Cette culture française si pointilleuse, celle qui exige de se déplacer à heure fixe chez un artisan pour réclamer une baguette tradition, celle qui valorise le fait de saluer son boucher en le regardant dans les yeux ou de discuter de la fermeté d'une tomate avec sa maraîchère, cette culture de l'interaction physique pourra-t-elle durablement résister à la vague de l'uniformisation technologique et au culte de l'immédiateté absolue ? C'est une vraie question. Ou faut-il s'attendre à ce que ce tissu social tissé autour des petits commerces se désagrège lentement pour devenir un luxe rare, une expérience presque théâtrale et folklorique réservée à quelques initiés en quête d'une parenthèse d'authenticité? C'est une interrogation profonde sur la trajectoire de nos modes de vie, et c'est assurément une pensée très stimulante à garder à l'esprit lors d'un prochain passage en caisse. C'est en effet une perspective qui donne à réfléchir sur l'avenir de nos habitudes. Merci à tous d'avoir partagé cette exploration approfondie de la langue et des codes du quotidien. C'était passionnant. Il est donc essentiel de prendre le temps d'observer, de pratiquer cette chorégraphie et de chercher à profiter pleinement de chaque interaction au coin de la rue. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.